ce matin, François Hollande a longuement évoqué son bilan sur Europe 1. Alors, nous avons donc décidé, il y a quelques semaines, de travailler à ce bilan, bien sûr sur les sujets qui nous intéressent, qui sont la famille, dans tous ses aspects divers et variés, et puis également la question de l'éducation, puisque éducation et famille sont des sujets qui sont extrêmement proches les uns des autres, qui vont véritablement ensemble. À vrai dire, il n'y a pas d'instruction possible à l'école s'il n'y a pas eu d'éducation familiale qui permet de vivre dans la société qu'est l'école. Et donc il n'y a pas il n'y a que des difficultés que l'on constate à l'éducation nationale et qui sont très liées aux questions familiales. Alors à propos de ce bilan, le principe n'est pas du tout d'être dans la polémique et dans la critique systématique. Nous avons pris de manière très factuelle les projets annoncés par François Hollande et son gouvernement. Nous avons pris les mesures prises par François Hollande et ses gouvernements successifs et nous nous sommes fondés sur les faits, ce qu'il a dit, le bilan éventuellement qu'il en a fait lui-même au cours des émissions récentes. Et puis en face de cela, eh bien, qu'en est-il en réalité? Quelles ont été les conséquences pour les familles, pour les Français de ces différentes mesures? Cette campagne est donc, nous l'avons intitulée « Le vrai bilan », puisque nous ne sommes pas dans la politique ou dans la polémique, mais bien dans les faits, de manière véritablement aussi objective et factuelle que possible. Alors je vais d'abord passer la parole à M. Guillaume Drago, qui est président de l'Institut Famille et République et qui va évoquer la première et bien sûr la plus essentielle des questions, qui est celle du mariage et de la filiation. À toi, Guillaume. Merci. Alors nous sommes à 3 ans exactement après le vote de la loi du 17 mai 2013, dite loi Taubira. Eh bien, depuis 3 ans, nous assistons à un certain nombre de dérives. Une véritable boîte de Pandore s'est ouverte dans les relations intrafamiliales et c'est cela que je veux expliquer en 3 points très rapides. La loi du 17 mai 2013, la loi Taubira, ouvre le mariage aux personnes de même sexe et donc elle ouvre tous les droits de la filiation et les droits de l'adoption aux couples de personnes de même sexe. C'est une évidence, il faut la rappeler parce que manifestement cette question est aujourd'hui mal comprise. Alors comment ça se traduit en quelque sorte dans les faits? Comment ça s'est traduit depuis 3 ans dans les faits? En ouvrant le concept de parents de même sexe, on laisse croire d'une certaine façon que 2 hommes ou 2 femmes peuvent être les parents véritables d'un enfant. Or, pour qu'un enfant soit accueilli au sein d'un couple de même sexe, eh bien, il faut préalablement, et c'est le premier point, le priver de père ou de mère. La loi de 2013 n'accorde pas ni la PMA ni la GPA, mais depuis cette loi, en réalité, toute une série de décisions de justice, avec des juges parfois complices ou même complaisants, ont entériné des modes de conception privant l'enfant d'un de ses parents biologiques en laissant la place à un père ou à une seconde mère. Et donc on a un phénomène d'occultation, de manipulation de la filiation de ces enfants. C'est le premier point. Le deuxième point va avec le premier, c'est le fait que les juges français en sont venus à véritablement valider la fabrication d'enfants sans père lorsqu'ils acceptent de prononcer l'adoption d'un enfant conçu par insémination par tiers donneur, au mépris de la loi française, je dis bien au mépris de la loi française, par la conjointe de sa mère. C'est le système de la PMA. L'enfant est délibérément conçu sans père, sans lignée paternelle, afin de le rendre adoptable, ici, dans le cas présent, par une seconde femme. Et puis le troisième point, c'est que les juges français ferment aussi les yeux sur les gestations par autrui réalisées à l'étranger, en violation d'une prohibition française tout à fait claire, notamment en ce qui concerne les GPA commandés par des couples d'hommes, privant alors là l'enfant de sa lignée maternelle. Bien sur ces 2 derniers points, on a 2 décisions, 2 faits très précis, une jurisprudence de la Cour de cassation de septembre 2014, et sur l'autre fait,
pour priver l'enfant de lignée maternelle et l'accepter. On a une jurisprudence de juillet 2015. Et puis, je dirais simplement pour terminer ce tableau, qu'on a eu très récemment une jurisprudence du tribunal de grande instance de Blois, de mars 2016, qui a condamné une femme, non pas pour avoir fait de la gestation pour autrui, ça c'était pas la condamnation, mais pour escroquerie, c'est-à-dire pour avoir essayé de vendre plusieurs fois cet enfant. Donc on assiste en pratique, dans les faits, dans la jurisprudence telle que les juges l'ont véritablement jugé, à l'acceptation d'un certain nombre de dérives en matière d'absence de protection de l'enfant. Voilà un fait objectif. Il y a toute une série de décisions de justice publiques, publiées, commentées, qui montrent que la loi du 17 mai 2013, la fameuse loi de Taubira, eh bien, a ouvert la boîte de Pandore de toute une série de dérives portant atteinte à la protection de l'enfant. Merci professeur. Alors après le professeur de droit, je donnerai la parole à Franck Meyer, qui est maire et qui va nous parler de la question du code civil et de la liberté de conscience. Toujours sur les faits. Permettez-moi une lecture. Article 371-1 du Code civil. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant. Ça, c'était avant le 19 mai 2013. Parce que maintenant, le Code civil a vu disparaître les mots père et mère en lien avec l'autorité parentale. Ces deux mots ont été remplacés par un terme neutre, nous dit-on, celui de parent. Voilà donc ce qui a changé en tout premier lieu chaque fois qu'un maire ou des adjoints au maire doivent rappeler le Code civil aux époux qui se présentent à eux. Deuxième fait que je veux présenter devant vous, ce du livret de famille. Au centre d'un livret de famille, on trouvait, sur une double page, à gauche, l'intitulé « Époux ou père » avec l'état civil de l'époux du père, à droite, épouse ou mère avec l'état civil décliné de l'épouse ou de la mère, mais ça c'était avant. Depuis la loi Taubira, les livrets de famille ont été modifiés. Et maintenant, on trouve rien. On ne trouve rien. Quelques pointillés avec un tout petit renvoi sur une note de bas de page dans laquelle est inscrit ceci: écrire selon le cas, époux ou père, épouse ou mère. C'est donc à l'officier d'état civil, selon le cas, d'écrire s'il y aura deux époux, deux pères, deux épouses, deux mères, un époux, une mère, etc. Et ça, de le faire en toute conscience. Alors j'en viens au troisième point, au troisième fait. Le 20 novembre 2012, et j'ai ici le discours original prononcé lors du 95e congrès des maires de France. 20 novembre 2012, le président est questionné à propos du projet de loi de mariage et d'adoption pour tous. Le président répond: « Je connais les débats qu'ils suscitent. Ils sont légitimes dans une société comme la nôtre. » Il reconnaît par là les difficultés que peuvent poser ce projet de loi. Les maires sont les représentants de l'État. Il est juste de le rappeler. Mais dit-il, il y a toujours la liberté de conscience. La conception de la République vaut pour tous les domaines et d'une certaine façon, c'est la laïcité, c'est l'égalité. C'est-à-dire que la loi s'applique pour tous, dans le respect, néanmoins, de la liberté de conscience. Cette déclaration, qui a été relayée par tous les médias, a été démentie le lendemain après-midi. Sauf que le matin même, nous avions le discours écrit du président, je le rappelle. Alors la liberté de conscience, c'était avant. Maintenant, on l'aura compris, elle n'est plus du tout garantie puisqu'elle n'a pas été reconnue par la loi sous forme d'une clause de conscience, par exemple. Alors voilà, chers amis, 3 points que je voulais souligner, 3 faits qui concernent les élus en particulier, mais aussi les enfants, les familles, etc. En conclusion, que puis-je dire? Eh bien, puisque l'intérêt de l'enfant, c'était avant, il est important d'y revenir maintenant. Merci de m'avoir écouté.
Merci Franck. Alors pour rappel, François Hollande, en janvier 2012, à ce moment-là candidat, avait déclaré « Je veux lutter contre toutes les discriminations et ouvrir de nouveaux droits ». Eh bien, il n'y a plus de droit pour l'enfant à avoir un père et une mère. Madame Taubira, à 20h sur TF1 le 13 janvier 2013, cette loi n'ôte rien à personne, disait-elle. Elle prive, elle ôte l'enfant, pour l'enfant, le fait, le droit d'avoir un père et une mère. Elle avait dit, le code civil ne bouge pas sur la filiation. C'est un texte qui n'enlève strictement rien à personne, qui ne supprime pas les mots de père et de mère. C'est faux. Et elle avait rajouté, rien ne change, mais alors rien ne change. C'est faux. Quant à Madame Esther Benbassa, sénatrice EELV, au Sénat le 4 avril 2013, elle déclarait « Il faut un père et une mère, pure idéologie ». Nous sommes donc très loin de la reconnaissance de la réalité humaine et, encore une fois, du droit de l'enfant d'avoir un père et une mère, droit et du besoin. Alors, Dominique Gaillet, pour l'appel des professionnels de l'enfance, va évoquer cette question de l'enfant, du père et de la mère. L'association Appel des professionnels de l'enfance rassemble des enseignants, des éducateurs, des professionnels de la santé qui versent au débat depuis 2004 leur expertise découlant d'une pratique de terrain quotidienne au service des enfants de notre pays. Des personnalités comme Aldo Naouri, pédopsychiatre, Christian Flavini, psychanalyste et pédopsychiatre, François Desper, médecin pédiatre, Bernadette Lemoine, psychologue, en sont les parrains. Plus de 2000 professionnels ont signé notre appel. Faisant écho au rapport publié chaque année par l'UNICEF, les professionnels de l'enfance témoignent des souffrances parfois écrasantes endurées par les enfants dont les repères familiaux sont bousculés. Les professionnels de l'enfance souhaitent redire avec force, aujourd'hui encore, et en dehors de toute polémique idéologique, ancrée dans le réel de leur pratique, que toucher aux repères fondamentaux de la filiation et de l'identité sexuelle, c'est toucher au fondement même de la construction de la personne. En ouvrant droit à l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, c'est pourtant ce que fait désormais la loi dite « Mariage pour tous » de mai 2013. Il souhaite alerter les pouvoirs publics sur ce que Jean-Claude Winter, psychanalyste, appelle le bricolage généalogique, en parlant de la PMA et de la GPA. Couper sciemment et légalement un enfant de ses origines, ce serait une mutation anthropologique majeure. Les professionnels de terrain estiment qu'une telle atteinte au droit élémentaire de chaque enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux aurait des conséquences très lourdes sur l'ensemble de la société. Merci. Merci Dominique. Alors, je vous renvoie au document bilan, le vrai bilan, dans lequel, sur la PMA et la GPA, en reprenant ce qui a été dit par le professeur Drago, eh bien, nous constatons que même si la PMA et la GPA n'étaient pas dans la loi Taubira, effectivement, dans les faits, on avance étape par étape vers la banalisation, la normalisation, l'acceptation des pratiques de la PMA et de la GPA avec la complaisance des autorités, des pouvoirs publics. Alors nous avons beaucoup parlé de l'idéologie du genre, puisque la loi Taubira revient à dire qu'un homme, une femme, un père, une mère, la paternité et la maternité, finalement, c'est remplaçable, interchangeable. Cela implique une confusion entre l'homme et la femme. C'est ce qui nous a amené à parler de l'idéologie du genre, que nous avons aussi appelée la théorie du genre. Madame Najat Vallaud-Belkacem en particulier n'a cessé de répéter la théorie du genre n'existe pas. Je passe la parole à Esther Pivet pour Vigigender qui va nous parler de cette question du genre. Merci Esther. Effectivement, Madame Vallaud-Belkacem a dit à plusieurs reprises, la théorie du genre n'existe pas. Cette théorie qui n'existe pas a fait l'objet récemment d'un essai par la philosophe Bérénice Levet intitulé « La théorie du genre ou le monde rêvé des anges ». Le journal Le Monde, dans un article de novembre 2014, dit clairement que Bérénice Levet montre que la théorie du genre existe, elle la critique, elle en souligne les faiblesses, les fantasmes et les dangers.
Ce livre intelligent pose de vraies questions, d'accord ou non avec ces analyses, impossible de les ignorer. En 2 mots, que dit cette théorie? Que l'homme et la femme ne sont qu'une construction sociale, c'est-à-dire que leur comportement, y compris sexuel, leur goût, leur choix de métier sont totalement indépendants de leur corps sexué et uniquement le produit de normes reçues de l'éducation par la société, la littérature, le cinéma, etc. Et donc, en vertu du principe d'égalité, les militants du genre vont s'attacher à nier les différences entre l'homme et la femme dans le but de promouvoir la différenciation des sexes et des sexualités. Donc cette théorie ou idéologie du genre est au fondement de la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe. Cette théorie est diffusée à l'école de multiples manières, le plus souvent par des professeurs ou des intervenants extérieurs militants, mais aussi par des professeurs qui ne connaissent pas cette théorie et qui la diffusent malgré eux. C'est ainsi pour informer les professeurs et les parents sur le genre qu'a été créé depuis 3 ans Vigigender pour permettre aux professeurs et aux parents de s'informer et de s'opposer à la division du genre à l'école. Je tiens à votre disposition un livret qui recense quelques exemples de diffusion du genre à l'école et plus largement dans l'ensemble de la société et en Europe. Je vous donne juste un exemple de diffusion du genre à l'école. Au cours des 18 derniers mois, la pièce Mon frère, ma princesse a été donnée dans 24 villes de France lors de séances scolaires pour des enfants de 8-9 ans. La lecture du livre est recommandée par l'Éducation nationale en classe. C'est l'histoire d'un garçon qui veut être maman et aussi être une princesse. Je vous lis juste 2 ou 3 extraits et je n'omets pas les fautes de français qui sont dans la pièce. Donc c'est un dialogue entre Aliane, ce garçon, et sa sœur Nina. « Pourquoi t'es une fille ?» dit Aliane. Nina, je ne sais pas. « Pourquoi tu ne sais pas? Qui choisit alors ?»« Moi, c'est moi qui ai choisi, dit Nina. »« T'as eu le droit de choisir, toi ?»« Je me suis concentrée, j'ai fait l'imagination et ça a marché. »« C'est quoi la magination ?» dit Aliane. « L'imagination, c'est comme la poésie. C'est un pays où tu fais tout ce que tu veux et où personne ne vient t'embêter. » Et à la fin de la pièce, Aliane dit ceci, il est masqué et habillé en robe de fée. La nature, elle s'est trompée. Je le sais bien, elle s'est trompée. J'ai pas su me concentrer, alors elle a mis dessus moi des morceaux qui ne sont pas à moi. Mamie Loupiote dit que ça s'arrangera. Je sais bien que non. J'aime pas être un garçon. Je veux pas être un garçon. Je veux pas fâcher papa. Je crois qu'on peut revenir en arrière et me refaire autrement. Donner à quelqu'un ce qui n'est pas à moi. Le zizon, c'est pas à moi, ça pend, c'est mou. On dirait un ver de terre. La nature, elle s'est trompée. Je veux être comme Nina, ma sœur. C'est une véritable intrusion dans l'intimité des enfants. On leur fait se poser des questions qu'ils ne se posent pas et on sème le trouble en eux. Oui, la théorie du genre existe. Oui, elle est diffusée à l'école depuis la maternelle jusqu'au lycée. Dire que la théorie du genre n'existe pas est un paravent pour diffuser le genre à l'école à l'insu des parents. Merci Esther. Alors, nous poursuivons ce bilan et nous passons à un volet qui est un petit peu différent, qui est celui de la politique familiale. D'une certaine manière, Hollande, par tout un ensemble de mesures, a attaqué les fondements même de la famille, attaqué la famille, avec des conséquences que l'on va voir. Et en réalité, cela va avec, bien entendu, la loi Taubira et ses conséquences, puisque nous sommes dans la déconstruction. Nous allons évoquer la politique familiale avec Philippe Desmoulins-Lecomte pour la manif pour tous. Bonjour, donc 2 remarques préalables. Ce matin, dans le bilan de François Hollande, à ma connaissance, pas une seule fois n'a été prononcé le mot famille ni politique familiale, ce qui est déjà un fait. Deuxième élément préalable, qui est également très important, la politique familiale, jusque-là, était un des éléments qui marchait en France et on nous l'enviait et on venait se renseigner de l'étranger sur notre politique familiale, savoir comment elle fonctionnait et pourquoi la France réussissait à maintenir un niveau notamment démographique nettement supérieur aux autres pays européens.
M. Hollande s'est attaqué, comme l'a dit Ludovine, à la famille, au sens plein du terme. Et il a pris un certain nombre de mesures que je voudrais évoquer devant vous parce qu'elles ont une importance énorme. Depuis 2015, le congé parental est sous condition, c'est-à-dire que si le deuxième parent ne prend pas ce congé parental, eh bien, on réduit la possibilité des 3 ans de 12 mois pour les familles, ce qui a un impact énorme, puisqu'aujourd'hui, en gros, d'après la CNAF, 96% des parents qui prennent ce congé parental sont des femmes et des femmes seulement. Donc cette mesure est une vraie mesure punitive et totalement inefficace dans ce qu'elle voulait être, c'est-à-dire une égalité entre hommes et femmes. Ça, c'est donc la première mesure de une des premières mesures de M. Hollande. La deuxième mesure, encore plus grave, je dirais, c'est les allocations familiales qui sont désormais avec un plafond, enfin, elles l'étaient déjà, hein, les gouvernements précédents avaient commencé, au départ, il n'y avait pas de plafond. Il y a eu un plafond, et puis ce plafond de 2 336 € a été ramené à 2 000 € en 2013, puis à 1 500 en 2014. Alors je rappelle simplement que le quotient familial est une manière de rééquilibrer fiscalement les charges entre les familles avec des enfants et les familles qui n'ont pas d'enfants, de façon à ce que celles qui élèvent des enfants et qui ont des charges nettement supérieures aux couples sans enfants ne soient pas pénalisées. Donc désormais, ce n'est plus vrai. C'est la fin du principe d'universalité qui visait à compenser ces différences. La politique familiale peut également, et c'est intéressant, coûter aux familles au lieu de les aider. Par exemple, donc en raison des changements des règles de politique familiale, un nombre de familles non négligeables cotisent plus qu'elles ne perçoivent, ce qui est quand même assez surprenant. C'est-à-dire, on a pris un exemple, et vous le verrez, une famille de 4 enfants avec un niveau de vie moyen paye 480 € de cotisation et reçoit 230 d'allocation. Ce qui veut dire qu'en net, elle perd 250 €. Cherchez l'erreur. Depuis 2013, plus la famille a d'enfants, plus son pouvoir d'achat a baissé. Ce qui est quand même également un point tout à fait intéressant. C'est un encouragement à la politique familiale. En 2016, les baisses d'impôts bénéficient plus aux ménages sans enfants qu'aux familles. Là aussi, c'est quand même assez surprenant. C'est-à-dire, on a pris également un exemple avec un couple, avec 1500 € par mois et par unité de consommation, un couple sans enfants sera non imposable, un couple avec 2 enfants paiera environ 2000 € d'impôts. Pour la taxe d'habitation, même chose, plus la famille a d'enfants, plus elle trinque, ce qui est quand même également assez surprenant. Le résultat de tout cela, entre autres, c'est que notre taux de fécondité, dont je vous parlais tout à l'heure, qui était resté à 2,01 enfants, ce qui n'est pas tout à fait le niveau suffisant pour remplacer les générations. Je rappelle que le taux suffisant pour remplacer les générations est de 2,1, mais avec 2,01, on se comportait convenablement. En 2015, ce taux a brutalement chuté à 1,96 et je peux vous annoncer que, comme la courbe du chômage, le taux baissera en 2016 inexorablement. Donc en s'attaquant à la famille, au lieu de la soutenir, François Hollande l'a appauvrie et a contribué à la perte de confiance et d'espérance que nous devrions tous avoir. Merci beaucoup. Alors François Hollande ce matin a parlé, il n'a pas parlé de la famille, mais il a quand même évoqué le remarquable dynamisme démographique de la France. Alors ce remarquable dynamisme démographique de la France n'existait pas puisqu'il n'y a pas de renouvellement des générations. Nous étions déjà en dessous du seuil et pire encore, effectivement, ce taux de natalité a baissé. Donc le vrai bilan de François Hollande de ce point de vue-là n'a rien de positif, bien au contraire. Alors sur la question de l'éducation, nous avons relevé quelques faits très frappants et qui montrent également la déconstruction de la filiation, de la transmission culturelle en fait. Il y a la filiation au sens familial du terme, mais il y a la filiation culturelle. Tout ce que nous recevons et qui se transmet de génération en génération, tout ce que nous recevons et qui constitue notre identité personnelle et notre identité collective, autrement dit, notre culture, notre civilisation. Alors, cela est passé pour une bonne partie par l'école, et l'école en France était un véritable ascenseur social qui permettait à des élèves méritants, des élèves qui travaillaient bien, d'accéder à des études et à des professions qui étaient extrêmement intéressantes pour eux.
Eh bien, Najat Vallaud-Belkacem, toujours le motif de l'égalité, a considéré qu'il fallait supprimer les bourses au mérite et qu'il fallait supprimer les internats d'excellence. Elle avait pourtant dit, en novembre 2014, le 29 novembre 2014, dans Le Parisien, nous devons être attentifs à davantage récompenser l'effort. Eh bien, ça n'est pas le cas, puisqu'on a supprimé ces bourses et ces internats. Najat Vallaud-Belkacem a évoqué aussi l'objectif de la réussite éducative pour tous, enjeu de la refondation de l'école voulue par le président de la République. Et pourtant, nous constatons qu'avec la réforme du collège, dont nous avons relevé dans le bilan les horaires des enseignements, des cours, eh bien, le grec et le latin, vous le savez, ont disparu. C'est ce qu'on appelle un nivellement par le bas sous prétexte d'égalité. Et le nivellement par le bas n'est jamais et n'est pas favorable à l'égalité. Et nous savons que l'éducation nationale, plus que jamais, crée de très grandes inégalités. Des postes d'enseignants ont été annoncés. Nous savons que ces postes d'enseignants n'ont pas été créés. Nous notons également, nous avons noté les manuels suite à l'élaboration des nouveaux programmes scolaires sont en train d'arriver petit à petit chez les enseignants. Nous constatons là aussi une rupture de la filiation culturelle. Je m'explique. À travers un exemple, un morceau choisi, sur lequel le manuel propose un exercice à partir d'un SMS. SMS qui est totalement ringard d'ailleurs, puisque maintenant, avec les forfaits illimités, les jeunes n'écrivent plus en langage raccourci en SMS. Et on nous montre un exemple qu'on a peine à lire, à partir duquel ils doivent faire une dissertation. Coucou, c'est moi, ça va depuis samedi, j'ai un truc à te dire, je crois qu'on devrait faire un break, bise. Et de là, ils doivent faire une dissertation. Autrement dit, on est dans le jeunisme et dans la pédagogie au lieu de favoriser l'effort, qui est le seul moyen de réussir pour les élèves. Voilà juste quelques exemples qui montrent que la déconstruction, la rupture de filiation, la rupture de transmission, elle concerne aussi bien la famille que l'école, et c'est bien entendu dramatique pour les générations à venir. Autant dire que la France paiera lourdement et longuement la politique de François Hollande vis-à-vis de la famille et de l'éducation. La chute de la natalité, c'est cette année 19 000 enfants en moins en 2015 par rapport à 2014. Et ça ne prend même pas en compte les enfants de ces enfants qui eux-mêmes ne naîtront pas non plus. Les incidences en termes d'économie et puis en termes de financement des retraites vont être considérables. Alors, avant un petit mot de conclusion, je passe la parole à Jean-Pierre Delhomme-Millard, porte-parole de la Manif pour tous, qui va évoquer les raisons pour lesquelles lui-même, comme nous tous, ne lâche rien et nous sommes toujours tous très mobilisés. Merci Jean-Pierre de témoigner de ce sujet. Alors, on me demande souvent pourquoi je me bats encore aux côtés de la Manif pour tous. Alors, en préambule, je voudrais dire qu'il n'est pas illogique d'être homosexuel et de défendre la famille. Une de mes réponses est aussi « non nel mio nome ». Alors je vous la donne en italien, car nul est prophète en son pays et que les médias italiens, comme espagnols ou portugais, me donnent régulièrement la parole, ce qui n'est pas le cas en France. Depuis le début de mon engagement, je n'ai eu cesse de demander pour qui a été faite la loi instaurant le mariage entre personnes de même sexe. Pour les homosexuels ou pour le lobby gay. Alors les derniers chiffres communiqués par l'INSEE nous donnent la réponse avec une chute des mariages homosexuels de 24% en 2015 et une diminution importante du nombre des déclarations de PACS de personnes de même sexe au cours de la même période. Si je me suis aussi engagé au sein de la Manif pour tous, c'est également que si l'on a un minimum de compassion, et j'utilise ce terme à bon escient pour l'être humain, on ne peut pas décemment accepter de priver un enfant de ses repères sociétaux. Je suis aussi descendu dans la rue pour dire que les homosexuels sont des citoyens responsables et que nous refusons d'être la caution d'une loi qui tôt ou tard va tuer purement et simplement la famille. Je voudrais le redire haut et fort, tout enfant a prioritairement besoin d'un père et d'une mère pour s'épanouir. Il y a une vraie différence entre avoir deux papas ou deux mamans et avoir deux parents hétérosexuels. La vraie parité trouve son unique source dans le couple parental. C'est là seulement qu'elle est incontestable. Et prétendre l'y effacer, c'est nier le réel. Nous devons tous la vie à la parité homme-femme.
Alors dans un mois, il va y avoir les inévitables Gay Pride. En tant qu'homosexuel, je m'en inquiète, car je ne voudrais pas que ces rassemblements soient la promotion de l'esclavage et de la marchandisation de la femme et de l'enfant. Je m'en inquiète aussi parce que si l'on habite la campagne ou dans de petites villes, et c'est le cas de la majorité des homosexuels, cela ne donne pas une image positive de l'homosexualité. Je le redis, le lobby gay n'est pas représentatif de l'ensemble des homosexuels. Le lobby gay, en réclamant des droits que les homosexuels ne réclament pas, nous enferme dans une catégorie de personnes particulières au sein même de l'humanité, ce qui crée une égalité de fait. Alors, en tant qu'homosexuel, je ne lâcherai rien pour ne pas être complice de la destruction de la famille, de la marchandisation de la femme et de l'enfant, pas en notre nom, pas en mon nom. Merci beaucoup Jean-Pierre. Alors juste un tout petit mot sur la politique familiale. Les deux points importants, je crois qu'on est passé un tout petit peu vite. C'est bien le fait qu'il y a eu d'abord une double baisse du plafond du quotient familial et deuxièmement la modulation des allocations familiales. Et la fin du principe d'universalité, elle est liée à cette modulation des allocations familiales. Leur montant a changé selon les niveaux de revenus des parents. Et nous constatons effectivement que plus la famille est nombreuse, plus elle est pénalisée. La politique familiale, elle était fondée, comme l'a dit Philippe, sur une solidarité horizontale. Les familles sans enfants aidant les familles avec enfants, puisque les familles avec enfants investissent pour toute la société, investissent pour son avenir et au bénéfice de la société. Donc il y avait une compensation et donc c'était cette solidarité horizontale qui était le fondement. Donc on n'était pas dans la comparaison entre ceux qui ont plus de revenus, moins de revenus, comme dans la politique sociale, on était sur avec enfants et sans enfants. Désormais, la politique familiale est devenue une politique sociale fondée sur le niveau de ressources. Et c'est là qu'il y a eu un basculement extrêmement important et les familles, malheureusement, sont très largement touchées, y compris les familles de revenus moyens, de revenus médians. Elles sont extrêmement nombreuses à être pénalisées. Ce n'est pas, comme l'avait dit M. Hollande, les riches, entre guillemets, seulement qui sont concernés. Alors voilà, pour conclure, vous voyez que nous sommes un certain nombre d'associations, un collectif qui reste toujours extrêmement large, très mobilisé depuis 2012. Et effectivement, nous continuons et nous continuerons à agir en faveur de l'enfant et de sa famille. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup, bravo Ludo. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement? Une petite question sur le démenti, c'était l'Élysée par rapport au discours de novembre 2012 quand il a parlé. En fait, il avait, vous verrez dans le petit document, donc le mardi, il a fait son discours. Hein, le mercredi après-midi, il recevait à l'Élysée le porte-parole de la LGBT et je ne sais pas exactement ce qui s'est dit, mais ce qui est ressorti dans la presse et la déclaration qui a été faite à la sortie de l'Élysée, c'est qu'il n'y aura pas de liberté de conscience pour les maires. Mais vous l'avez compris, je me rappelle, à l'époque c'était Jacques Pélissard qui était président de l'Association des maires de France. La presse l'avait interrogé en disant « mais alors ?» Et Jacques Pélissard avait dit « attendez, Monsieur le Président a parlé devant 6000 témoins. 6000 à avoir le discours. Donc ce qu'il a dit, il l'a dit. Après ce qu'il dit dans le salon de l'Élysée à quelqu'un, il le dit dans le salon de l'Élysée à quelqu'un. Toutefois, et vous l'aurez compris, finalement c'est ce qu'il a dit dans le salon de l'Élysée à quelqu'un qui a contredit ce qu'il avait dit publiquement à 6000 élus. Et l'annonce a été faite par l'association en question d'ailleurs, à la sortie de l'Élysée. Bien sûr, bien sûr. Alors heureusement, nous avons toujours le discours. Pour l'instant, il ne fait pas foi, mais c'est dommage. Parce que, et là c'est personnel, si je peux me permettre de prendre 30 secondes, c'est que je pense que le président ne s'était pas trompé du tout. Qu'effectivement, la laïcité, c'est bien, la loi s'applique pour tous, dans le respect néanmoins de la liberté de conscience. Je crois que c'est bien cela. Parce que, il y a, vous l'avez vu, ça engage la conscience des élus, cette modification. Il a supprimé un droit, il voulait ouvrir des droits, il a aussi supprimé la liberté de conscience pour tous, elle n'est plus pour Bien tous. sûr. Il faut rappeler que la liberté de conscience, c'est une liberté constitutionnelle. Elle est inscrite dans la déclaration de 1789, c'est-à-dire dans un texte
qui est fondateur de notre ordre juridique et philosophique. Et elle est dans le bloc de constitutionnalité. Elle est dans le bloc de constitutionnalité, dans la déclaration de 1789. C'est pourquoi je pense qu'il ne s'est pas trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Pour moi, il a raison. Non. Alors, ce qui est pire finalement. Son premier mouvement était Elle a le bon, raison. de ce point de vue-là. Plutôt sous pression. Oui. Mais il a parlé vrai. Le livret de famille là, que vous montrez, Oui. le tout dernier, il date de quand? Ah bah c'est depuis les décrets d'application de la loi Taubira, hein, depuis donc le 24 mai, les livrets ont été modifiés.